Sauf à prendre la mer, ce qui semble logique quand on parle d'un port. Il n'y a que 3 routes pour sortir de Mariupol. Celle qui suit la côte à l'est, en direction de la Russie, mais où les séparatistes soutenus par Moscou avaient construit des checkpoints dès 2014. Celle qui file au nord et d'où arrivait le charbon du Donbass, mais sur laquelle les déplacements étaient devenus difficiles depuis la proclamation de la République populaire de Donetsk. Et celle de l'Ouest, enfin, qui longe les stations balnéaires de l'époque soviétique et où s'entraînaient les bataillons ukrainiens qui se relayaient dans les tranchées. Au matin du 24 février, quand les chars russes se mirent en marche, le port de Mariupol comptait 450 000 habitants, des marins et des dockers, des dizaines de milliers d'ouvriers qui pointaient dans les aciéries géantes Azovstal et Illich, ou dans l'usine Azovmatch, qui produisait des wagons-citernes et des machines-outils. Des milliers de réfugiés venus des territoires du Donbass, déjà perdus par Kiev, habitaient également en ville, et ces derniers avaient contribué à monter de nouveaux centres culturels dans cette région où il faisait malgré tout bon vivre. Tous avaient l'expérience de la guerre et du front, tous connaissaient le bruit des bombes, et beaucoup se disaient que la ville allait encore une fois tenir. Dès le 3 mars, pourtant, le Kremlin avait confirmé l'encerclement. Aucune aide ne pouvait venir du large. La mer d'Azov était sous contrôle russe depuis l'annexion de la Crimée le 18 mars 2014. Au fil des ans, il était devenu de plus en plus compliqué de charger l'acier et les céréales de la plaine ukrainienne, alors que 20% des exportations du pays passaient théoriquement par le détroit de Kertch, au-dessus duquel le président Poutine avait inauguré un immense pont le 15 mai 2018, afin de relier la péninsule à la Russie. Les navires qui se rendaient à Mariupol étaient soumis à des contrôles incessants, parfois bloqués des jours durant par la marine russe. Mais l'homme le plus riche d'Ukraine, l'oligarque Rinat Armetov, semblait toujours réussir à faire tourner ses usines. Et le charbon des séparatistes continuait malgré tout d'alimenter les fourneaux de ces aciéries géantes. Au vrai, ces dernières ne s'étaient arrêtées que durant la Seconde Guerre mondiale, lors de l'occupation allemande. Herman a grandi à Mariupol avant de travailler aux États-Unis et en France. Il habite désormais à Nice avec une bonne partie de sa famille qui a réussi à fuir la ville. Herman va nous raconter la ville avant l'invasion. Merci Herman d'être avec nous. Comment vivait-on à Mariupol avant le 24 février 2022 ? I decided to speak English because I speak it well as I come from. J'ai décidé à parler anglais parce que je peux parler anglais. Yeah. So the Mariupol is first of all incredible city, and it's really hard to recall everything that is now being destroyed and all the people who died. But I'll try to make image of what the city was. Probably I'll start from 2014 when the war started for Mariupol. It was, of course, shock for everyone, and events that happened in 2014 and 2015, they were very they were very harsh for everyone, for Mariupol people. The war started then, and it changed the city in many ways. At the same time, there were very big pro-Ukrainian rallies, and a lot of my friends and relatives were also joining them. And this was very beautiful. It was then, I think, the city started to change very much because people realized how precious is the city, how precious is the freedom and stability. And I think from 2014 onwards, I felt how much progress and development happens in the city. Herman, Mariupol s'était aussi développé après 2014 parce que beaucoup de gens, de réfugiés du Donbass, étaient arrivés dans la ville, c'est ça? Yeah, that's right. Basically, many of those emerging NGOs and
art initiatives and the volunteering initiatives, they were originated not only people from Mariupol, but also from by people from Luhansk and Donetsk, who found Mariupol as a safe place to refuge and a safe place to claim that east of Ukraine is the same Europe against against Russia. Malgré tout, Mariupol était sur la ligne de front depuis 2014. Il y avait des combats qui se déroulaient dans la périphérie de l'agglomération. Pour autant, est-ce que votre famille sur place s'attendait fin février à ce que la guerre soit si violente, à ce que l'offensive soit si forte? Every day since 2014, whenever you are in the city, you could hear the sounds of the war, especially on the left bank, where, for example, my grandmother lived. And every time I called her, she was always saying, "Oh, today there were again explosions. Today there were again strikes." And also in 2015, some of the missiles hit the city itself, and it was disastrous. And yeah, all this time, people and my parents and everyone and me trusted in the armed forces of Ukraine, and people also started to get used in some way. And still the city felt very safe and very developing. You can't imagine how many amazing art events were happening that I have never seen in Europe or even like in whatever other country, because it was a very new space, and art was growing and developing there very much. And I'm architect by myself, and I knew this art scene, and it was... Qu'est-ce qui changeait le 24 février? Est-ce que votre famille a senti que cette fois c'était différent? So my parents and relatives, pretty much the same way as most of the citizens of Mariupol, they weren't ready, they weren't believing that this time it will be different. They were thinking that it's just the same war continues. And for example, it was very hard to convince anyone on 24th or 25th or for some days as the war just started to leave the city. And my parents, they were like, I forced them to leave on the first day, but they were sure they will return in 2 days. And this is another reason people didn't take much clothes with them, people didn't take much things, because it was hard to imagine that something would be changed, because city was defended very, very much, and it was very safe and very prosperous for the last years. Merci beaucoup, Herman. Merci. Nichée sur une colline dominant la mer, Mariupol avait toujours été une ville multiculturelle, depuis sa fondation à la fin du XVIIIe siècle par des Grecs de Crimée, déplacés par l'impératrice Catherine II sur ces terres vides d'hommes où l'on ne rencontrait que quelques Cosaques errants. Depuis des siècles, les armées étaient passées et repassées, mais les Russes avaient fini en 1774 par écraser le royaume des Tatars de Crimée. Et il fallait des bras pour contrôler cette plaine sauvage, comme on aimait à décrire la région. Des Arméniens et des Géorgiens, des Allemands et des Juifs, des négociants français ou anglais qui commencèrent à partir de la fin du XIXe siècle à investir dans les mines du Donbass, et quelques Italiens qui tentaient d'écrire de nouveau l'histoire perdue des comptoirs génois de la mer Noire. Après la chute de l'Union soviétique en 1991, le drapeau bleu et jaune finit par remplacer l'étoile rouge. Dans les bars communistes et les élégantes bâtisses construites au début du siècle dernier, on parlait russe, mais de plus en plus ukrainien. On affichait sa fidélité au gouvernement de Kiev, ou bien l'on espérait discrètement le retour du Kremlin. Mais toutes et tous se disaient fiers d'être de ce port industriel qui faisait vivre l'Ukraine
ignorant les plaisanteries des gens de l'ouest du pays, souvent prêts à railler les prolétaires du Donbass. Malgré les guerres, les exils et les déportations du XXe siècle, Marioupol avait conservé sa singularité, notamment la présence d'une forte communauté grecque, dont les derniers représentants ont été rapatriés en mars dernier vers une mère patrie où ils n'avaient jamais mis les pieds. Thomas Chopard est historien, spécialiste de l'Ukraine du début du XXe siècle. Il a récemment dirigé un numéro de la revue De Facto intitulé « Migration et frontières de l'Ukraine en guerre ». Il revient avec nous sur l'histoire de la ville de Marioupol. Merci Thomas. Bonsoir, merci. Pourriez-vous nous dresser un portrait de Marioupol à la veille de la révolution russe ? Oui, bien sûr. Alors, la ville de Marioupol est au fond inséparable de l'industrialisation, puisque avant le début de l'industrialisation, à la fin du 19e siècle, ça reste une petite ville d'environ 30 000 habitants, à l'interface de la grande steppe céréalière voisine et du Donbass industriel. C'est vraiment un endroit crucial pour l'Empire et toujours aujourd'hui pour l'Ukraine, puisque c'est le deuxième port du pays, après Odessa, qui est quand même situé beaucoup plus à l'ouest. Et la ville connaît un développement extrêmement rapide à la fin du 19e et au début du 20e siècle. En l'espace de 20 ans, entre 1897 et la Révolution de 17, la ville triple en population. Et elle devient vraiment aussi un enjeu comme bastion ouvrier et industriel pour le pouvoir bolchevique qui tente de prendre le pouvoir à ce moment-là. Ce développement industriel, il tient aussi à plusieurs facteurs. Le Donbass voisin, évidemment, mais aussi la création d'un port en eau profonde, qui est quand même vraiment le grand déclic pour le développement de la ville. Et aussi à ces réseaux de diaspora commerçante extrêmement vifs dans le pays, vous l'avez évoqué, des Arméniens, des Juifs, des Allemands, qui servent aussi à relier d'une certaine façon Mariupol au moins au reste de la Méditerranée, de l'Europe, voire même du monde. Ce sont ensuite les soviétiques qui vont accélérer l'industrialisation de la ville après la guerre civile en Ukraine ? Oui, notamment au moment donc de la lancée du premier grand plan quinquennal, comme on l'appelle par Staline en 1930, le Conseil suprême à l'économie nationale, donc voilà vraiment l'instance extrêmement dirigiste et volontariste du pays, décide la création de ces hauts fourneaux d'Azovstal en 1930, qui est vraiment l'emblème de la ville. Mais au fond, c'est tout un écosystème industriel qui va se structurer au début des années 30 dans la ville. Alors les hauts fourneaux rassemblent 12 000 ouvriers, mais au total, c'est au pic de l'industrie dans la ville, plus de 100 000 personnes qui vont travailler de près ou de loin dans l'industrie. C'est-à-dire quasiment la moitié de la population de la ville, puisque à nouveau l'industrialisation va permettre un développement extrêmement rapide, qui a aussi pour fonction, disons, de rattraper les dégâts causés par la période révolutionnaire et par la guerre civile, puisque à la fin de la guerre civile en 1921, la ville est retombée à 30 000 habitants, c'est vraiment très peu, en raison notamment de la famine qui frappe ces régions-là suite à la révolution et à la guerre. Et donc il s'agit aussi de relancer une région qui a extrêmement souffert de cette période de la Première Guerre mondiale et de la guerre civile, et qui continue à souffrir, notamment des politiques de collectivisation, puisqu'au fond, ces décisions d'industrialisation, ces grandes usines, ces hauts fourneaux vont absorber une très large population paysanne qui fuit des campagnes affamées voisines, dans ce qu'on appelle la grande famine de 1932-1933, le Holodomor en ukrainien. Et donc, d'une certaine façon, l'industrialisation vient compenser relativement ces politiques de répression. Ensuite, durant la Seconde Guerre mondiale, la ville est très largement détruite et les communautés juives disparaissent durant la Shoah. Oui, là, encore une fois, c'est vraiment la guerre qui vient marquer de son sceau la ville. La ville est occupée pendant 2 ans, comme à peu près le reste de l'Ukraine, à partir d'octobre 1941 et de l'invasion du territoire soviétique. À peine 3 semaines après l'invasion et l'occupation de la ville, c'est 10 000 juifs de la ville qui sont exterminés par les Einsatzkommando allemands de la SS. Ils sont exterminés à Berdiansk, dans une ville voisine. Au total, en l'espace de quelques semaines, c'est plus de 40 000 juifs de la région qui sont exterminés de cette façon par fusillade massive. Mais cette politique extrêmement radicale de génocide s'intègre aussi par ailleurs dans des politiques vraiment extrêmement brutales à l'égard de l'ensemble de la population civile. 50 000 personnes sont déportées vers le Reich et les territoires voisins comme Ostarbeiter, comme on les qualifie, travailleurs forcés, dont quand même les 2/3 ne vont jamais revenir, dans des conditions de travail extrêmement brutales. 36 000 personnes vont par ailleurs être internées dans des camps de concentration ou des prisons voisines. Donc, lorsque les soviétiques reviennent en 1943, là encore, c'est à peine le tiers de la population qui a survécu à la guerre, dans un paysage par ailleurs déjà ravagé par des combats, par des bombardements, et qu'il s'agit aussi de reconstruire.
Par ailleurs, la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi un tournant extrêmement important pour les populations de Mariupol, puisque, comme vous l'avez évoqué, cette mosaïque de populations ethniques va disparaître du fait là, des décisions staliniennes, parce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Staline entreprend d'homogénéifier très largement l'Ukraine notamment, et donc soit de déporter tout un tas de populations de minorités ethniques, soit de les prier très fermement de retourner dans leur patrie d'origine. C'est le cas notamment par exemple des Arméniens. Donc au fond, on se retrouve au sortir de la Seconde Guerre mondiale avec une forme assez largement de face-à-face entre les populations ukrainiennes et russes, ce qui n'existait pas jusque-là. Comment on peut qualifier la ville de Mariupol à la fin de la période soviétique? Est-ce que c'était une ville au fond soviétique, russe ou ukrainienne? Vaste question, à laquelle j'ai toujours pas de réponse. Mais bon, dans son plan de développement, il est évident que Mariupol est comme une ville typiquement soviétique. Dans son plan d'aménagement, dans sa pollution, par ailleurs, c'est la ville la plus polluée d'Ukraine en raison de ses activités industrielles. C'est aussi malgré tout une ville typiquement ukrainienne, marquée par le sceau très important de ses minorités, même si une bonne partie ont disparu. On est obligé de faire là, malheureusement, le décompte de ce qui a été détruit par les bombardements, mais la synagogue centrale de Mariupol, les églises grecques, allemandes, catholiques, tous ces bâtiments qui ont disparu, qui marquaient quand même cette spécificité de l'Ukraine, qui était cette présence très forte de minorités. Malgré tout, à la fin de la période soviétique et au premier recensement de l'Ukraine, on voit que Mariupol est, alors d'un point de vue ethnique, une ville à moitié ukrainienne, à moitié russe. D'un point de vue linguistique, une ville à 90% russophone et 10% ukrainienne. Donc on sent quand même une empreinte et une influence de la Russie voisine qui est extrêmement forte. Mais le point sur lequel j'aimerais finir, c'est qu'au fond, je pense que ce que, d'une certaine façon, ne permet pas de comprendre l'histoire, de ce point de vue-là, pour une fois, je vais tirer contre mon camp. Ce que ne permet pas de comprendre l'histoire, c'est l'évolution extrêmement rapide de cette société ukrainienne depuis ces 20 dernières années. Je pense que ça a été évoqué tout à l'heure, et c'est extrêmement vrai. C'est que l'Ukraine a pu se penser comme un lieu d'interface entre des cultures russes et ukrainiennes, comme un espace plurilingue, héritier d'un multiculturalisme et d'un multiethnisme très important. Et d'une certaine façon, ce projet-là, cette société-là, n'était pas incompatible avec un attachement très fort, et de plus en plus fort depuis 2014, à un État ukrainien indépendant, à un État-nation et à un corps national qui se vivait comme tel. Merci beaucoup Thomas. Merci.